Impossible d'être plus parisien qu'Edgar Degas. Et pourtant, ce monsieur Degas avait des affinités en Italie par son père, et la famille de sa mère était originaire de la Nouvelle-Orléans. Mais qu'importe, le périmètre de Degas sera celui de Montmartre. Il y trouve tout. Les maisons, à l'atelier, les modèles des amis qui se réunissent dans les cafés tout proches. Il voyage parfois, mais c'est pour revenir au plus vite vers son territoire. Ses passions, l'opéra, la danse, la musique. Et puis, sur le tard, la photographie. Les femmes, on ne lui en connaît pas. Mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est la science du dessin, l'audace des couleurs, la puissance de la ligne. Devenu vieux et presque aveugle, il se remettra à la sculpture, faisant et défaisant, toujours insatisfait. 1834-1853. Une enfance marquée par la mort de la mère. Le 19 juillet 1834, Edgar Degas voit le jour à Paris, 8 rue Saint-Georges. Sa mère, Célestine Muchon, est originaire de la Nouvelle-Orléans. Une partie de la famille de son père, Auguste, banquier, est établie en Italie. Suivront Achille, Thérèse, Marguerite et René. Edgar fréquente le lycée Louis de Grand où il rencontre Henri Rouard, Paul Valpinson et Ludovic Halévy qui resteront ses meilleurs amis. Son père, passionné de peinture et de musique, l'emmène régulièrement au Louvre et chez les collectionneurs de l'époque. En 1847, une tragédie vient assombrir cette vie heureuse. Degas perd sa mère. Il conservera toujours dans son atelier sa robe de mariée. Il poursuit néanmoins ses études jusqu'au baccalauréat. 1853-1859. Du Louvre à l'Italie. Degas, son baccalauréat en poche, reçoit l'autorisation de copier au Louvre Mantegna, Dürer, Goya, Rembrandt. Il faut copier et recopier les maîtres, affirmera-t-il plus tard, et ce n'est qu'après avoir donné toutes les preuves d'un bon copiste qu'il pourra raisonnablement s'être permis de faire un radis d'après nature. En 1854, voici dans l'atelier de Lamotte qui lui enseignera sa passion pour Giotto et les maîtres italiens de la Renaissance. Après un passage très bref à l'école des Beaux-Arts, Degas part pour l'Italie où il reste 3 ans. Son grand-père habite Naples et il séjourne aussi à Rome. Il en rapportera des œuvres où se lisent une profonde originalité et un art de grande sûreté. 1859-1865. Année de doute et d'incertitude. À son retour à Paris, Degas s'installe dans son premier atelier, au pied de Montmartre. Il se consacre alors à la peinture d'histoire où il tape déjà son talent. Grâce à son père qui saura toujours trouver les mots pour l'encourager et chasser ses doutes, il peut se consacrer entièrement à la peinture. À cette époque, il multiplie les autoportraits où il semble plongé dans ses réflexions. En Normandie, chez ses amis Valpinson, il découvre le charme des champs de course et des haras. Et puis un beau jour de 1862, c'est la fameuse rencontre avec Manet, au Louvre. Degas est en train de copier l'infante Marie-Marguerite de Velázquez. Manet, surpris par l'audace de la toile, s'arrête et entame la conversation. C'est le début d'une longue mais tumultueuse amitié. 1865-1874. Un inconnu pas encore célèbre. Le vœu de Degas père est exaucé. Edgar expose son premier tableau au salon. Nous sommes en 1865 et l'impressionnisme est en train de naître. Degas aime à se mêler aux discussions entre artistes. Ils se réunissent sous la houlette de Manet au célèbre café Gerbois. Si certains d'entre eux sont déjà reconnus, Degas est encore totalement ignoré du public malgré les tableaux qu'il présente au salon. Septembre 1870, la guerre franco-prussienne vient d'éclater et le peintre, comme Manet, s'engage dans la garde nationale. 2 ans plus tard, effectuant un voyage vers ses racines maternelles, Edgar s'embarque pour la Nouvelle-Orléans, d'où il rapportera quelques toiles devenues depuis très célèbres. 1874-1881. Impressionniste solitaire. 1874 est une année charnière dans l'aventure impressionniste. La première exposition ouvre ses portes le 15 avril. Le mouvement
est désormais lancé. Monet, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot, Cézanne sont de la partie. Degas aussi. Entre-temps, il a perdu son père et il va devoir faire face pendant quelques années à de graves difficultés financières. Sur sa vie privée, il reste très discret, on ne lui connaît aucune aventure. Manet confiera à Berthe Morisot: il n'est pas capable d'aimer une femme, même de le lui dire, ni de rien faire. À part la peinture, ses passions vont à l'opéra, qui conjugue la musique et la danse. Il noue aussi de nouvelles amitiés avec le graveur Desboutins ou l'américaine Mary Cassatt. 1881-1890. Sur le chemin du succès. Degas change d'atelier et s'installe rue Pigalle. Avec le temps, ses troubles de la vue s'aggravent et le peintre, la cinquantaine passée, s'interroge sur lui-même. J'ai l'impression que tout en moi vieillit, sauf mon cœur. Et même ce cœur a de l'artificiel. Les danseuses l'ont cousu dans un sac de satin rose, du satin un peu fané, comme leurs chaussons de danse. Est-ce la mort de Manet en 1883, fauché dans la fleur de l'âge, qui lui dicte ses sombres pensées? Pourtant le succès est là, et il ne se démentira plus. Alors Degas se découvre une nouvelle passion, la collection d'œuvres d'art. Ingres, Delacroix, Manet, Gauguin, Cézanne, il achète selon son désir et accroche les tableaux partout où il peut. 1890-1912. De la lumière à la nuit. En 1890, Degas s'installe rue Victor Massé dans un immeuble de 3 étages dont l'un est entièrement réservé à sa collection personnelle. Son atelier est un immense capharnaüm où il entasse les objets qui serviront de décor à ses toiles. L'année suivante débute l'affaire Dreyfus. Degas, farouchement antisémite et ultra-conservateur, choisit clairement le clan des anti-Dreyfusards. C'est ainsi que ce peintre, si fidèle dans ses amitiés, finit par se fâcher avec les Halévy, qu'il connaît depuis des années. À partir de 1895, il se met à la photographie, y déployant une grande énergie. Sur la pellicule, il grave ses proches et ses amis, comme Renoir et Mallarmé. Dans les dernières années du siècle, pratiquement aveugle, il se consacre surtout à la sculpture. 1912-1917, la longue descente vers l'éternité. En 1912, Degas est obligé de quitter la maison et l'atelier du 37 rue Victor Massé, mais il ne se fera jamais à son nouveau logement. Pratiquement sourd, aveugle, il n'est plus qu'une épave, écrit Mary Cassatt en 1913. Il rendra l'âme le 27 septembre 1917. Parmi les impressionnistes, seuls Monet et Mary Cassatt sont encore de ce monde. Dans son atelier, on découvre des centaines de toiles qu'il n'a jamais montrées et qui sont là pour certaines depuis des années. Si Degas reste dans l'histoire de l'art comme le peintre des nus et des danseuses, l'étude de son œuvre révèle les autres facettes d'un monsieur au caractère impossible, intransigeant avec lui-même comme avec les autres, qui a porté l'art à sa plus haute exigence.